Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est un travail de recherche que j'effectue dans le cadre effectivement de mon doctorat avec Hélène Janière et qui avait déjà fait l'objet d'une première présentation en 2015 lors d'une journée d'études organisée à l'École des Chartes, qui a été poursuivie depuis, amplifiée. Et donc aujourd'hui, il s'agit de regarder, réfléchir sur la démarche de Nicolas Pevsner à propos de son ouvrage History of Building Types. Faut-il vous présenter Nicolas Pevsner? Né en 1902 à Leipzig, historien de l'art, universitaire, éditeur, contributeur au sein de The Architectural Review. Donc Nicolas Pevsner livre au terme de sa carrière une histoire de l'architecture fondée sur une approche typologique. Il s'agit de son dernier ouvrage, publié en 1976, au sein duquel les édifices sont sélectionnés, classés et comparés en fonction de leur destination. Faisant ainsi écho à la démarche de Durand, donc auteur du recueil parallèle des édifices de tout genre, l'enquête menée par Nicolas Pevsner renouvelle les principes de l'étude comparative par un recours privilégié à la photographie. Les édifices issus d'époques variées sont ainsi ordonnés en série, exposés sous un même angle de vue dans une même échelle de cadrage, de telle façon à en discerner similitudes et singularités. Ce travail donne ainsi lieu à des rapprochements sans précédent. L'hôtel de la gare Saint-Pancras à Londres, que vous voyez donc à gauche, réalisé en 1876 par George Gilbert Scott, est présenté de front avec le Royal Hotel SAS, que vous voyez à gauche de la page de droite, construit par Arne Jacobsen à Copenhague en 1960. L'étude typologique offre en effet une lecture horizontale de l'histoire, défaisant les traditionnels courants, limites chronologiques et géographiques construits par la discipline. Cette approche est nourrie par le double parcours de l'historien. D'une part, ancien élève de Heinrich Wölfflin à Berlin, devenu conservateur au musée de Dresde, puis enseignant à l'université de Göttingen, Nicolas Pevsner inscrit ses travaux dans l'héritage de l'histoire de l'art allemande, ayant posé les principes de l'étude comparée et de l'analyse formelle. D'autre part, sa carrière en Angleterre, où il émigre en 1934, fait apparaître un intérêt pour l'étude des sources de l'architecture moderne et la diffusion de la culture architecturale. On sait toute l'influence qu'aura son ouvrage dit canonique, Pioneers of the Modern Movement, publié donc à Londres en 1936 et suscitant également de nombreux débats. Cet attrait se manifeste aussi par son engagement auprès de Architectural Review, ses allocutions à la BBC, ses écrits enfin sur l'histoire générale de l'architecture, publiés dans des formats de poche dès 1943. Toutes ces publications visent alors à susciter l'attention d'un lectorat élargi par l'assemblage de photographies d'apparence banale au sein de mises en scène narratives. A History of Building Types, ouvrage situé à mi-chemin entre une histoire de l'architecture et un manuel pédagogique, semble ainsi s'inscrire dans ces deux orientations. Un exemple donc, des planches extraites du chapitre entrepôt et bureau, et vous voyez donc le bâtiment Larkin de Wright et le bâtiment réalisé par Lucart et Anker à Berlin. Le travail encyclopédique entrepris par l'historien porte toutefois un caractère paradoxal. Si l'étude des types architecturaux suppose de faire usage de représentations en plan et en coupe des édifices, afin d'en mesurer leur qualité intrinsèque, le recours privilégié à la photographie semble d'emblée limiter les possibilités d'analyse. Les représentations sélectionnées par l'historien n'offrent que peu d'indices quant à l'organisation des bâtiments, ni ne permettent de les désassembler, si j'ose dire, en composants élémentaires, tels que le requiert une démarche empiriste de cet ordre. À ce paradoxe s'ajoute un problème pour nous d'ordre historiographique, c'est-à-dire que l'étude comparée implique une nécessaire uniformisation des représentations, comme chez Durand du reste. Or, l'auteur a réuni à cette fin des photographies puisées dans des fonds et collections hétéroclites. Une tension se manifeste donc pour nous entre, d'une part, le corpus des édifices, issu d'un large champ de l'histoire de l'architecture, et d'autre part, leur représentation photographique, dont l'homogénéité apparente pose question.
Face à ce constat, je vous propose donc d'analyser brièvement la construction du discours de l'historien, quels sont les critères qui ont présidé à la sélection de ces photographies, comment Pesner mobilise-t-il ce matériel et quel est le statut accordé à ces représentations. On regardera d'abord la spécificité de l'ouvrage de Pesner au sein de la réflexion typologique, puis je vous propose d'analyser ensuite la construction de son discours au regard de son appareil iconographique, donc les mots et les images, et enfin de confronter sa démarche avec celle d'autres auteurs contemporains qui utilisent le même corpus à d'autres fins. Pesner justifie son projet en affirmant qu'aucun travail antérieur ne peut être apparenté à une histoire de l'architecture par type d'édifice qui, a fortiori, couvrirait la période de la modernité architecturale. Cette réflexion n'est pourtant pas absente des écrits ayant accompagné l'essor du mouvement moderne, en particulier du fonctionnalisme, donnant lieu à diverses tentatives de classification des édifices à partir de photographies. Dès 1929, les éditions Albert Morancé livrent ainsi une encyclopédie de l'architecture qui présente des bâtiments classés par fonction. Écoles, établissements d'enseignement, bâtiments administratifs ou encore bâtiments industriels. Les bâtiments sont représentés en photographie et en plan. Les constructions ne font toutefois l'objet d'aucun commentaire quant à leur destination ou aux enjeux qui s'y rapportent, le lecteur devant de fait mener lui-même sa propre analyse comparative. D'un autre côté, on a également l'architecture d'aujourd'hui qui publie dès 1931 des numéros hors série consacrés à l'étude d'un domaine circonscrit de l'architecture. L'architecture d'aujourd'hui nous donne des aperçus des expériences récentes de l'architecture, faisant apparaître un principe de série avec des petites vignettes juxtaposées, une sorte de panorama, une grande vision un peu synchronique de l'actualité. Les projets ne sont pas interprétés au regard d'une évolution, d'une diachronie, et donc ne sont pas interrogés au regard de l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont des historiens, cette fois, qui saisissent de la notion de type. Ils s'appuient sur la photographie et ils nous livrent des travaux monographiques, cette fois, qui mettent en correspondance l'apparition d'une nouvelle forme d'édifice avec les transformations de la société à l'ère de la révolution industrielle. Donc à gauche, Carol Mix et à droite, Johann Friedrich Geist, qui décrivent l'avènement de deux édifices types, si on peut dire, d'une part la gare, d'autre part le passage couvert, qui constituent des symboles de la ville moderne. L'étude de Pesner poursuit donc tous ces travaux et tente d'étendre leur portée. Pesner analyse 17 catégories de bâtiments et propose une lecture de leurs évolutions entre la fin du Moyen-Âge et l'époque contemporaine. Chose étrange, son récit débute par l'étude des monuments nationaux, objet traditionnellement exclu des écrits produits durant la période du mouvement moderne, durant les années 30, et que l'auteur tente de réintroduire dans l'histoire en tant qu'archétype des bâtiments conçus au XIXe siècle. Cette sorte de prélude le mène à analyser différents édifices qui sont tous présentés comme des dérivations du palais, vous voyez gare par exemple à droite, mais aussi les bâtiments de gouvernement, les parlements. Donc c'est assez drôle cette image parce qu'on voit le Parlement de Budapest et puis en bas à droite on encarne donc un bâtiment de Hans Schippert à Bonn, et également donc les ministères. Donc à tous ces types de bâtiments s'ajoutent ceux qui apparaissent sous une forme autonome au XIXe siècle, les musées, les théâtres, les bibliothèques, les hôpitaux, les prisons. L'ouvrage se conclut enfin par l'étude des bâtiments qui abritent les nouvelles activités liées à la révolution industrielle, les gares, évidemment, les lieux d'exposition, les bureaux, les grands magasins et enfin les usines. Au vu de cette classification, on peut ainsi déduire, en tout cas c'est mon hypothèse, l'intention principale de Pesner, à savoir la réévaluation et la réintégration du XIXe siècle dans l'histoire de l'architecture, période qui marquerait l'aboutissement de la formation des types architecturaux.
Par contraste, cette approche tend à réduire la place accordée à l'architecture du XXe siècle, et en particulier du mouvement moderne. Cette période est principalement représentée à travers des œuvres secondaires ou tardives, comme le montre cette image. Sous la plume de Pevsner, ces réalisations illustrent le style des formes obstinées, ou bien apparaissent comme le simple prolongement de type défini dans le passé. On voit que le renversement qui s'est opéré dans la pensée de Pevsner depuis Pioneers of the Modern Movement marque ici ses effets. Si l'approche typologique implique le recours, comme on a dit en introduction, à des représentations en plan et en coupe des édifices, l'usage de la photographie fait ici figure de tour de force. Elle s'oriente au contraire vers un examen des valeurs symboliques portées par ces œuvres, et ce, au-delà de toute contingence fonctionnelle. L'auteur célèbre ainsi les architectes du XIXe siècle, étant parvenus à saisir la nature de chacun des types d'édifices et à leur donner un caractère. L'emploi du terme « caractère » par l'historien montre que celui-ci s'inscrit dans l'héritage des théories des XVIIIe et XIXe siècles. Le caractère, tel que défini par Jacques-François Blondel, participe en effet à la constitution du genre. Le travail de l'architecte consisterait à donner à chacun des genres un caractère spécifique. L'historien allemand reprend ces catégories afin d'évaluer les architectes sur le terrain des valeurs symboliques. Son approche s'inspire en outre de la définition du type énoncée par Quatremer de Quincy dans son dictionnaire. Par opposition avec le modèle, reproductible tel quel, le type serait donc un objet abstrait, raison originaire de la chose et qu'il convient d'imiter. Chez Nicolas Pevsner, l'analyse des édifices se fonde sur la déclinaison des différents types, leur analyse, et donc l'habilité des architectes est jugée au regard de leurs inventions formelles et stylistiques. De Jean-Nicolas Louis Durand, enfin, Nicolas Pevsner s'appuie sur les deux ouvrages qui constituent les supports de cours de l'école polytechnique, le précis, dont il extrait les modèles pédagogiques, et d'autre part, le recueil et parallèle, dont il reprend les principes de l'étude comparative. Les deux auteurs, Durand et Pevsner, semblent ainsi faire preuve d'une même intention, d'un même programme, pourrait-on dire, embrasser par leur étude l'ensemble des édifices qui composent la ville. L'image servant de couverture à l'édition originale de Nicolas Pevsner illustre en effet ce projet. Une vue panoramique de Paris nous montre des édifices de tout genre et de tout temps, de la coupole du Panthéon à la tour de l'université de Jussieu. Cette vision générale de l'architecture est ainsi soutenue par une iconographie d'apparence homogène. Les représentations photographiques semblent avoir été sélectionnées par l'historien non pas en qualité de preuve de la réalité construite, mais du fait des caractéristiques lui permettant d'accomplir son étude des formes. Cette opération nous conduit donc à interroger la valeur historiographique de ces documents et l'usage qui en découle. Pevsner déploie 370 photographies au sein d'une mise en page qui fait apparaître une double symétrie. Une symétrie horizontale d'abord. On voit sur cette image que les représentations des édifices disposées en partie supérieure des pages renvoient de manière didactique à leur interprétation formelle située en partie basse. Oui, non, pas du tout. Merci de me rappeler. Une symétrie verticale ensuite. Oui. Les édifices sont montrés en vis-à-vis, procédé rendant visibles les variations des éléments d'architecture et les phénomènes de rupture. Cette mise en scène permet ainsi à l'historien de mener une analyse comparée selon le principe établi par Heinrich Höfflin. Donc une planche extraite du chapitre entrepôt, bâtiment de bureau, une autre extraite du chapitre magasin, une troisième extraite du chapitre gare. La sélection des photographies participe de même à la construction de sa démonstration. L'angle privilégié est celui de la vue de 3/4, dont l'auteur semble tirer parti de trois manières. D'une part, elle lui permet de présenter sous un même angle de vue des bâtiments issus d'époques et de contextes variés. D'autre part, la vue de 3/4 participe à l'interprétation formelle des édifices, l'auteur s'appliquant à en étudier, selon ses mots, la physionomie. La vue de 3/4 correspond en effet à un portrait du bâtiment, montrant ses faces tournées vers la ville et soulignant son expressivité.
Par contraste avec la vue en élévation, la vue biaise conduit à opacifier les volumes en limitant la transparence des ouvertures. Ces photographies viennent en conséquence renforcer la nature convexe et la corporalité apparente de l'architecture, procédé qui tend à souligner son caractère institutionnel et public. La vue de 3/4 place enfin le lecteur en situation de visiteur. Prise à hauteur d'œil, elle correspond à la vue du passant depuis l'espace public. Tel un promeneur dans la ville, le lecteur est ainsi mis en situation d'observer et d'analyser de lui-même les édifices. L'homogénéité de toutes ces photographies masque toutefois le caractère composite de son corpus. Les contextes, les dates de prise de vue, la nature des documents, leur lieu de conservation sont de nature extrêmement diverses. L'usage de sources de première main, d'abord, issues de fonds d'archives non classés, nous permet donc de comparer le matériel collecté avec celui détenu dans les fonds. Systématiquement, Pevsner retient le même type de vue photographique. Et donc avec une recherche de représentation homogène qui conduit à montrer l'architecture sous une forme, on pourrait dire, atemporelle et non spatialisée. On voit deux exemples issus des archives photographiques du fort de Saint-Cyr par deux photographes différents et donc systématiquement le même angle de vue choisi. D'autre part, l'iconographie de l'ouvrage fait apparaître des sources de seconde main, puisées dans des ouvrages historiques, nombreuses sources qui proviennent de Hitchcock d'ailleurs, ou de collections de bibliothèques. Or, ce matériel contient des clichés réalisés par des photographes de renom, tandis que Siegfried Giedion avait fait usage de représentations modernes pour donner à voir l'architecture sous un beau jour. Nicolas Pevsner ne semble pas s'appuyer sur le regard singulier des photographes. Parmi ceux-là figure en effet Éric Demaret, architecte de formation, contributeur au sein de The Architects Journal, et dont les photographies sont caractérisées par une structure narrative et des effets géométriques de masse, comme vous pouvez voir à gauche. Le cliché d'Éric Demaret retenu par Pevsner n'est toutefois guère représentatif de sa pratique. Il s'agit donc du théâtre de l'Odéon, qui présente un traitement peu expressif. Nicolas Pevsner semble ainsi manifester un rejet à l'encontre de l'esthétique propre à la photographie. On peut enfin, c'est mon dernier point, observer chez l'auteur l'usage de sources hétéroclites en marge des domaines traditionnellement exploités par les historiens de l'art de cette période. Ces sources peuvent être des guides touristiques, des magazines de presse ou tout bonnement des prospectus publicitaires. Si cette ouverture nous renvoie à son intérêt pour les images anonymes, elle confirme le fait que Pevsner n'accorde pas de valeur historiographique aux représentations dont il fait usage. La photographie reproduite par Nicolas Pevsner du Royal Hotel SS de Jacobsen, qu'on a pu voir en introduction, illustre ainsi cette tendance. Le cliché a été pris lors d'une campagne de promotion du bâtiment au cours de sa livraison, donnant lieu à une diffusion dans toutes les revues internationales, notamment l'architecture d'aujourd'hui. De ce fait, la photographie montre le bâtiment sous ses meilleurs atours. On voit les nuages qui se reflètent sur l'écran de verre que compose le mur rideau de la façade. Et cette image, en fait, correspond tout ou prou à l'esquisse de l'architecte Dormé Jacobsen. Or, cette image à l'appui, Pevsner livre un commentaire agiologique du projet qui nuance son constat mitigé à l'égard de l'architecture la plus récente. Il serait en effet le signe d'une attitude cohérente vis-à-vis du style du XXe siècle, je cite, unissant qualité fonctionnelle, perfection technique et élégance plastique. Le même bâtiment analysé en 1976 par Poli Dalco donne évidemment lieu à une appréciation radicalement divergente. Les historiens italiens s'appuient cette fois sur une image de l'hôtel réalisée par un photographe indépendant, Balestrini, et qui montre l'édifice à travers une vue hors champ en contre-plongée. Les auteurs soulignent l'apparence dominatrice de la construction et ils sanctionnent évidemment l'œuvre d'Arne Jacobsen, qualifiée d'architecture anonyme au service du grand capital. Sous ce prisme, le bâtiment servira de modèle pour la conception du décor du film Playtime de Jacques Tati en 1966. Cet écart met pour nous en évidence le caractère évidemment doctrinal de la double sélection opérée par les historiens, les édifices, leur représentation, et ces historiens conditionnant la relation
donc entre photographie et architecture. L'organisation en série proposée par Pesner convient enfin à réduire toutes ces représentations des édifices à une image unique, telle une petite vignette qui condenserait en elle-même tous les attributs des arts architecturaux. Cette schématisation soulève la question du potentiel critique de ces représentations, tandis qu'elles acquièrent, intégrées au discours historique, une valeur d'icône. Je finis en montrant donc la photographie de l'usine AEG, de l'usine de Peter Behrens, qu'on voit donc à droite au centre, réalisée entre 1909 et 1911. L'édifice est présenté au sein du chapitre usine, qui résonne comme le point d'orgue de History of Building Types. Pesner s'appuie sur une vue de l'édifice pour affirmer que Peter Behrens serait parvenu à hisser le lieu de la production machiniste au rang de nouveau temple de la société. On remarque cependant que ce cliché est identique à celui publié 40 années auparavant dans l'ouvrage Pioneers of the Modern Movement. C'est donc un réemploi. On peut en conclure que l'approche typologique entreprise par l'historien ne donne pas lieu à un renouvellement des représentations de l'architecture. Bien au contraire, elle tend à consolider le lien qui s'opère entre édifices et représentations canoniques. La même photographie de l'usine Alger, comme on sait, a été reproduite dans la plupart des histoires de l'architecture moderne, que ce soit Jürgen Lüdicke en 1958, John Summerson, Michel Aragon ou encore Kenneth Frampton en 1980. Il y a une erreur, j'ai écrit 1965. L'étude typologique menée par Nicolas Pesner nous permet donc de mettre en lumière un usage de la photographie qui ne vise pas à tirer parti de sa valeur indicielle. Il ne s'appuie pas non plus sur le regard du photographe, comme on l'a vu, pour construire son interprétation des édifices, celle-ci relevant d'un travail de composition des illustrations, ce travail étant propre à l'historien. Les représentations acquièrent une signification à travers la série au sein desquelles elles s'insèrent. Cet usage de la photographie n'est toutefois pas sans danger. Rainer Banham, ancien élève de Nicolas Pesner, met ainsi en garde ses lecteurs contre les accidents de la photographie, illustrés par le fait que l'usine de Peter Behrens peut paraître plus ou moins moderne en fonction de l'angle de vue adopté. Comme on le voit donc dans son image de gauche, Etafuri reprendra cette idée avec d'ailleurs c'est des photographies prises par Dalco donc dans Architectura contemporaine. Réduites à des images icônes, les œuvres architecturales sont ainsi jugées par Pesner indépendamment des transformations de l'environnement urbain et de la production du cadre bâti. Cette démarche vise en outre, face à une crise manifeste du présent de l'architecture dans les années 70, à réinterroger la conception architecturale au-delà de la doctrine du fonctionnalisme. La démarche de Pesner est pour nous originale, en cela qu'elle se place à contre-courant clairement avec l'approche typomorphologique issue de l'école italienne, en particulier sous l'influence de Saverio Muratori, et qui visera pour sa part à réinterroger les rapports théoriques et pratiques entre ville et architecture. Je vous remercie.